je me présente, Sorna Lacoste, je suis athlète au G2A Angoulême. Voilà, ma spécialité c'est le 400 mètres et voilà. Martin Thomas, je fais du canoë slalom et je viens du club de Jarnac. Pour moi, ça a été un peu, enfin, ça n'a pas été très simple. J'ai pas pu faire les minima olympiques pour y aller en individuel. C'était en 51 secondes et 30 centièmes. Et cette année-là, avant les JO, j'avais fait 52 secondes, donc je n'avais pas fait le bon chrono pour aller en individuel, mais voilà, au championnat de France, j'ai fait quatrième, donc j'ai fait partie des quatre meilleures françaises, ce qui a fait que du coup, j'ai pu participer au relais 4x400 mètres. Voilà. Alors pour ma part, ça a été de très longues sélections. Ça a commencé quasiment 3 ans avant. On pouvait bénéficier de bonus. On était sélectionné en équipe de France et en marquant des points sur les saisons internationales jusqu'à 3 ans avant. Donc pour ma part, j'ai pas fait des très bonnes saisons sur les 3 années avant. Mes deux concurrents ont fait des plutôt bonnes saisons, dont un qui a été champion du monde l'année avant. Et donc lui a bénéficié de sacrés bonus en fait pour la sélection. Et l'autre concurrent qui est Denis Gargochanu, qui était champion olympique en titre, bénéficie aussi de très gros bonus pour la sélection. Et donc, il a fallu que je me bataille contre ces deux grands champions sur une semaine de course au mois d'octobre 2020. Et ma seule chance, c'était de gagner l'une des trois courses de cette semaine-là. Et tandis que eux n'ont gagné aucune course. Donc, c'est comme ça que j'ai sorti mon épingle du jeu. Et j'ai réussi à passer devant, voilà, même si eux avaient de gros bonus. Moi, j'en avais juste un petit par rapport à tous les autres Français. Et voilà, en gagnant une course devant eux, j'ai été sélectionné olympique. Pour ma part, oui, parce que je suis arrivée au JO à 20 ans, donc c'est quand même assez jeune. L'année d'avant, j'étais pas encore prête, je n'avais même pas vraiment les JO en tête. Je voulais juste voilà, me qualifier au championnat de France, faire des beaux championnats de France, mais c'était ça mon objectif. Mais voyant les JO reportés d'une année, et je me suis dit que c'était vraiment la chance que j'avais de m'entraîner une année de plus et de peut-être avoir une chance d'avoir le niveau des autres athlètes et de pouvoir me qualifier. Donc, pour moi, c'était plutôt une chance. Pour ma part, je peux pas juger de ça. Quoi qu'il en soit, les sélections, si elles n'avaient pas été repoussées, elles auraient été sur un championnat d'Europe. Et la seule possibilité que j'avais de me sélectionner sur un championnat d'Europe, c'était de refaire une médaille. J'avais déjà fait une médaille en 2019 sur un championnat d'Europe. Et en 2020, c'était la seule possibilité, c'était de refaire une médaille. Parce que les deux autres concurrents, ils avaient juste à rentrer en finale pour être sélectionnés. Et après, le fait que ce soit repoussé d'un an, moi, j'ai plutôt eu du mal à garder l'objectif en tête toute l'année. Et les objectifs intermédiaires, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Donc, j'ai plutôt j'ai sorti mon pic de forme au bon moment pour les Jeux Olympiques, mais par contre, tout au long de l'année, j'ai pas réussi à garder vraiment cette motivation pour chaque course. Moi, j'aime bien avoir des routines. En fait, voilà, je pense que comme Sorna, tout est calé. Sur toutes les compétitions ne se ressemblent pas, mais au final, toute la préparation, tous les blocs d'entraînement avant, ils sont déterminés. Et c'est pas parce que c'est les Jeux Olympiques que c'est une course différente. Ça reste pour moi du canoë, des portes qu'on passe, la même progression dans les manches, de la qualif à la finale.
Donc, j'ai envie de dire que je me prépare à peu près pareil que si c'était des championnats du monde. Donc moi, bon, j'ai pas, enfin, cette année a été vraiment ma première année, disons, de très haut niveau avec des championnats du monde, des Jeux olympiques. J'avais jamais fait de championnat du monde avant, donc c'était vraiment un début. Donc j'ai dû apprendre du coup à me connaître cette année, que c'était pas gagné. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même au niveau des routines alimentaires. Je suis arrivée parfois en compétition complètement en hypoglycémie parce que j'avais mangé trop tôt ou arrivé trop tard, enfin manger trop tard et arriver avec le ventre bien gonflé. Enfin, j'ai eu un peu de tout cette année, mais voilà, le jour des JO, j'ai réussi vraiment à tout caler comme il fallait. J'ai pas eu beaucoup de temps du coup pour me préparer pour ça. J'ai eu que quelques meetings et les championnats du monde à 14 heures pour me préparer. Mais voilà, pour moi, c'est pas une routine non plus qui est établie depuis très longtemps. Ça se fait de plus en plus. Ça va arriver, voilà, je pense que cette saison, ça va aller de mieux en mieux sur ces questions-là. Mais voilà, le haut niveau est quelque chose de plutôt nouveau pour moi et j'apprends encore sur mon corps, sur comment je fonctionne et sur le côté mental, comment m'organiser même le jour de la compétition. Donc, c'est encore très, très récent pour moi, mais bon, ça arrive. On était dans une petite ville à côté de Tokyo pour l'hébergement, donc en dehors du village olympique. Par contre, le site d'entraînement était quand même le bassin olympique sur lequel on s'entraînait. Et donc, on est arrivé 2 semaines avant de rentrer dans le site olympique. Tu as été quand même au village olympique. C'est ça, on a fait 2 semaines d'entraînement pré-olympique dans une bulle sanitaire complètement fermée. Juste à côté de Tokyo. Et ensuite, on est rentré au village olympique. Pour ma part, on est rentré 4 jours avant ma course. Le budget était d'avoir le moins de monde possible au village olympique par rapport voilà, aux distanciations sociales et par rapport au Covid. Donc, nous, on était à Kobe. On était à peu près 1 heure de vol de Tokyo. Et on y est resté un peu plus de 10 jours parce que nous, c'était le 4x4, donc c'est la dernière épreuve de l'athlétisme, donc c'est assez tard. Et on est arrivé au village 2 jours, 2 jours avant notre course. Donc c'était à la fin, et bon, il ne restait plus beaucoup de gens dans le village. Voilà, ce qui faisait que voilà, tout le monde respectait un peu les distanciations sociales et tout ce qui était protocole Covid. On est rentré au village olympique le jour, la veille de l'ouverture. Donc, moi, j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture. C'était un moment exceptionnel et que je voulais absolument faire. Et que j'ai eu la chance de rentrer du coup dans le village olympique au bon moment, contrairement à beaucoup d'athlètes qui même sont rentrés le lendemain ou le surlendemain au village. Bon, moi, j'ai pas du tout eu cette chance. Voilà, j'aurais vraiment voulu être là à ce moment-là, mais ce jour-là, j'étais à l'aéroport. Donc, j'avais voilà, presque 2 heures de test Covid, tout ça. Donc, je l'ai vu un tout petit peu à la télé, mais voilà, pareil que les personnes qui sont restées en France, quoi. Et la cérémonie d'ouverture, on a dû rentrer le jour de la cérémonie d'ouverture. Donc, j'ai vu ni enfin, la cérémonie de fermeture, ni la fermeture, ni l'ouverture. D'accord. Et vous regrettez un peu, c'est un peu un regret Ah oui, c'est un regret parce que malgré tout, c'est un peu les cérémonies qui font rêver quand on voit les yeux à la télé parce que c'est hyper impressionnant, il y a tous les pays et tout. Et c'est dire qu'on participe et on ne verra même pas. Donc, ça a été un peu dur pour moi. Et vous, Martin, vous l'avez vécu comment cette cérémonie d'ouverture? Du coup, c'était un comité restreint. Hein. On était finalement peu d'athlètes par rapport aux autres ouvertures sur les autres Olympiades. Ça reste tout de même hyper impressionnant, hyper sympa d'être avec tout le collectif France. On sent vraiment une unité. On n'est qu'une seule équipe, hein, même s'il y a plein de sports différents. Et alors même si au final on ne fait que traverser on a fait que traverser le stade, hein, ça a duré
quelques minutes, voilà, de rentrer dans un stade en pleine cérémonie d'ouverture, voilà, feu d'artifice, flamme olympique, tout le spectacle qui est autour. Ouais, il y a tellement même d'informations qu'on n'a pas le temps de tout capter. Mais ouais, c'est un moment hyper intense hein, qui se passe sur à peu près 30 minutes en tout et pour tout sur le moment où on est dans le stade. Par contre, il faut partir du village olympique à peu près 1h30 avant et 1h30 après la cérémonie, on est de retour. Donc, c'est quand même sur un laps très long. Et donc, voilà, il y a plein d'athlètes qui font le choix aussi de ne pas y assister parce que c'est un moment assez énergivore. Et voilà, c'est une question que j'étais pas sûr de pouvoir y répondre. Et en fait, l'envie d'y aller était plus fort et je regrette pas du tout d'y avoir assisté. Et en fait, contrairement à Sorna, c'est toi, tu rentrais au stade olympique, alors qu'elle, elle allait concourir au stade olympique. Donc, c'est aussi une façon de s'imprégner de cette image-là du stade. Oui, moi, on n'a pas du tout en plus l'occasion d'aller voir d'autres sports par la suite et de voir les autres installations olympiques. Donc, oui, rentrer dans ce stade, c'est grandiose, quoi. Voilà, et après, moi, j'ai regardé les épreuves d'athlétisme, c'est pareil, il manquait juste le public, quoi, comme dans toutes les épreuves. Pour moi, ça a été un peu difficile parce que, comme je suis une grande dormeuse, j'ai pas trop préparé l'avant, avant l'arrivée arriver à Tokyo, à Kobe. Donc, j'arrive premier jour, enfin, première nuit, je me suis dit, je vais pas dormir comme ça. Je vais arriver directement je vais arriver directement à Kobe la nuit là-bas et je vais dormir directement. Et comme ça, le lendemain, je vais avoir le bon rythme. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Quand je suis arrivée là-bas à 2h du matin, j'avais les yeux grands ouverts. J'étais en pleine forme. Je pouvais faire un 400 mètres à 2h du matin, il n'y avait pas de souci. Mais alors la journée à 13h, j'avais les yeux en train de se fermer, même si j'essayais de lutter vraiment tout ce que je pouvais pour avoir le bon rythme. Mais en tout, ça m'a quand même pris 8 jours vraiment pour avoir un bon rythme. Donc, ça a été assez long et c'est assez stressant parce qu'on se dit qu'il faut quand même, dans peu de temps, qu'on soit en forme pour courir. Voilà, c'est les JO, donc il ne faut pas arriver le jour de la compète complètement endormi. Mais voilà, c'est une lutte un peu contre nous-mêmes pour tenir le bon rythme, mais c'est quand même pas facile. Enfin, ça n'a pas été facile pour moi. Pour ma part, j'ai eu la chance d'aller au pré-olympique un an avant. Donc, je savais à quoi m'attendre. Surtout que sur cette première expérience au Japon, j'ai super mal vécu le décalage horaire. Pourtant, on a l'habitude de voyager. On allait souvent en Australie s'entraîner, en Nouvelle-Zélande, voilà, on est à l'autre bout de la planète. Mais au Japon, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis 2 semaines à récupérer et au bout de 2 semaines, il fallait repartir. Donc, j'ai pas fait une seule nuit et je voulais absolument pas que ça se passe comme ça pour les Jeux. Bien qu'on avait la chance d'arriver quand même 2 semaines avant l'ouverture du village, donc il y avait le temps de s'acclimater. Et au final, voilà, j'étais tellement motivé à gérer mes paramètres de sommeil, de récupération que voilà, j'ai mis pour ma part 2-3 jours à m'acclimater. On a plus eu du mal à s'acclimater à la chaleur, par contre. Là, pour le coup, même la journée des Jeux de ma course, c'était l'enfer, quoi. L'eau, elle était plus chaude que l'air, on n'arrivait pas à ventiler, à bien respirer. Donc, on faisait en permanence des bains froids. Et ça, c'était plutôt le paramètre le plus difficile à gérer. Oui, parce qu'au Japon, c'est un peu le contraire. Ici, il fait chaud l'après-midi et là-bas, il fait chaud vraiment le matin. À 10h, c'est une chaleur vraiment écrasante. Et nous, moi, j'ai eu la chance de courir à 19h, donc c'était le moment le plus frais de la journée. Tout est un peu à l'envers au niveau de la chaleur. Donc, les courses qui ont eu lieu le matin, ça a été très, très difficile pour les athlètes. Et le soir, c'était très bien passé. J'ai couru le matin.
Mais on pouvait supposer que c'était parfait parce que c'était l'eau, donc on pouvait supposer que c'était rafraîchissant, mais en l'occurrence, cela ne l'était pas. Hein. Ouais, non, contrairement à ce qu'on pense, c'est un circuit complètement fermé, donc en fait avec peu d'eau, hein, c'est comme une piscine, hein, comme une grande piscine, et donc qui est exposé aux rayons et qui chauffe, et en fait, c'était la période la plus chaude de l'année au Japon. Et l'eau, elle devient beaucoup plus chaude que l'air et elle s'évapore. Donc en fait, ça fait qu'on est comme dans un sauna et comme dans un sauna, on a du mal à respirer. La vie au village olympique, pour le coup, on ne peut pas trop bénéficier de tout ce qu'il y a à faire au village olympique parce qu'on arrive 3 jours avant la course et on repart le lendemain. 24 heures après ma course, j'étais déjà dans l'avion. Et ça, c'est ce qui, je pense, ce qui manque le plus par rapport aux autres Olympiades, c'est de vivre un petit peu l'aventure olympique au village après sa course. Donc le peu qu'on a sur les 3 jours avant, c'est incroyable hein, d'aller rien qu'au self manger avec tous les athlètes du monde entier. On voit des grands athlètes c'était nos idoles, hein, et puis là on mange à côté d'eux. On peut échanger avec d'autres athlètes d'autres sports. Quand on va en salle de gym, c'est pareil. On fait du vélo ou de la muscu à côté de tous les champions, des basketteurs, vraiment, c'est incroyable. C'est ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment tout ce mélange en fait, même de culture. Voilà, il y a tout le monde au même endroit et tout le monde est réuni par le sport. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez ressenti pareil, Sorna? Oui, c'est à peu près pareil, mais moi, quand je suis arrivée au village, ça s'était vraiment beaucoup vidé déjà. Voilà, c'était dernière épreuve, tout le monde était vraiment parti, donc j'ai pas pu voir vraiment le village olympique plein avec toutes les chambres occupées, voilà. Mais bon, j'ai quand même pu côtoyer du coup beaucoup plus les gens, un peu plus de l'athlétisme, moins des autres sports du coup, parce qu'il restait plus beaucoup d'autres sports dans le village. Mais voilà, j'ai pu côtoyer de grands champions que je voyais à la télé et là, du coup, être au même endroit, faire les mêmes épreuves et plus ou moins ressentir les mêmes choses parce que voilà, je me suis vue juste à côté d'Alison Félix avant sa finale et il était tellement stressé que je n'ai même pas osé lui demander une photo ou quelque chose comme ça, tellement je la voyais stressée. Donc on se dit, finalement, en fait, on est tous pareils et ici, c'est l'endroit où on voit un peu les caractères de tout le monde et un peu comment sont les grands champions qu'on voit à la télé. Donc c'est très, très intéressant comme expérience. Ah oui, ça c'était assez spécial. Rien que le fait qu'on soit en bulle sanitaire, même sur place, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun contact avec les gens locaux, les gens extérieurs à la bulle. Donc en fait, on était complètement. Donc là, je parle de la période avant le village olympique. On était complètement entre nous, entre kayakistes, comme sur une compétition finalement lambda de l'année. Et après, pour le village olympique, c'était quand même un petit peu différent. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas notre famille, de ne pas pouvoir vivre ces moments-là avec nos proches qui auraient tous fait le déplacement, qui avaient tous prévu de faire le déplacement. Donc ça, c'est un petit peu dur. Et à la fois, ils ont réussi quand même à construire quelque chose pour me suivre et pour faire vivre l'événement du coup à Jarnac sur place avec en faisant un petit QG avec en retransmettant les courses en direct en créant un petit événement et toute la période où j'ai été là-bas, j'ai reçu beaucoup de messages à la fois de mes proches, mais aussi beaucoup de monde que je connais pas, qui m'ont envoyé des messages, des petites capsules vidéo aussi. Donc, ils avaient organisé tout un petit échange pour me booster à fond quasiment chaque jour où j'étais là-bas.
Et sans ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Là, au moins, on sentait que même à l'autre bout du monde, il y avait une énergie positive qui était transmise. Oui, pour moi, c'était à peu près pareil, hein. Du coup, je me suis entraînée toute l'année du coup, avec Bastien et à la base, c'était prévu qu'il puisse venir du coup, m'accompagner et tout. Et avec le Covid, ils ont restreint vraiment les comités d'accompagnement, même les entraîneurs qui devaient y aller n'avaient plus le droit d'y aller. Donc, voilà, à la fin, je me suis retrouvée plus ou moins seule à partir. Sans aucun accompagnement de personnes que je connaissais, de mon entourage d'entraînement, même si voilà, je connaissais quand même bien les sélectionneurs, les gens de la fédération qui allaient nous accompagner. La seule chance qu'on a, nous, en tant que collectif 4x4, c'est qu'on est 4 et on n'est pas seul. On arrive en groupe parce que c'est une épreuve du coup d'équipe. Donc, on a moins cette solitude, voilà, parce que on se porte les uns et les autres, on se parle beaucoup, on était dans le même appartement. Donc, ce qui a rendu quand même le voyage et même le moment du village olympique beaucoup plus facile au niveau relationnel. Voilà, on n'avait pas beaucoup d'échanges avec d'autres équipes, d'autres sports, parce que les gens étaient partis, pas vraiment d'échanges avec la population locale, parce que voilà, c'est les bulles sanitaires. Mais pour moi aussi, ça s'est passé pareil. Voilà, à Angoulême, ils faisaient tous des captures d'écran de leur télé pour m'envoyer en me disant, voilà, on regarde, bon courage, beaucoup de messages d'encouragement et de soutien. Je sais qu'ils ont fait un genre de petit comité au Sénégal chez mon grand-père pour que tout le monde me regarde. Donc, on se sent quand même vraiment soutenu, même de loin, et les messages d'encouragement nous font quand même, on ne se sent pas seul, on est entouré même, c'est ça, c'est des messages des gens qu'on connaît, mais d'autres gens qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vus, mais qui sont derrière nous quand même, qui nous disent, voilà, on est de la même ville, donc je regarde, je suis dans Angoulême, je suis d'ici, de cela. Donc, il y a beaucoup de solidarité derrière qui font qu'on ne s'est pas senti seul. Après, juste pour rajouter quelque chose, c'est que nous, par exemple, on est, par rapport à une compétition internationale lambda, on est vraiment une équipe restreinte. Là, il n'y avait qu'un sélectionné par discipline, donc on n'était que 4 athlètes. Enfin, normalement, on est 3 fois plus. Et pareil pour le staff, il était restreint. Et notamment, j'ai un entraîneur qui est hors fédération. Et j'ai pas pu, il pouvait pas être sur place parce qu'il pouvait pas être au bord du bassin dans le public. Donc ça, pour le coup, effectivement, c'était un peu plus de solitude par rapport à ce qui se passe d'habitude en compétition internationale. Est-ce pour toi, c'est un handicap? Ça a été un handicap de ne pas avoir ton entraîneur auprès de toi lors de ces compétitions, enfin cette compétition Ouais, je le savais, on l'a su quand même longtemps à l'avance qu'il pourrait pas être présent. Donc, on s'y prépare psychologiquement, hein, forcément. Et par contre, oui, je sais qu'il aurait été là, ça aurait été un vrai plus. Ça, j'en suis certain, parce que si je suis toujours avec lui, même s'il est hors fédération, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour m'apporter de l'énergie quand il est avec moi. Et effectivement, ça a peut-être. C'était un petit point négatif, ouais. Non, en fait, moi, mon seul rituel en fait, que j'ai avant la compétition, c'est les séances de musculation qui sont différents, du coup, des séances un peu plus de stimulation que je fais tout à chaque fois avant les compétitions. Mais de rituels en soi, non, pas forcément, parce que chaque compétition est vraiment différente, les conditions d'échauffement sont toujours différentes, mais bon, j'ai mon nombre de gammes à faire, je sais qu'arriver
à la chambre d'appel, voilà, j'ai toujours de respirer, tout ça. Mais chaque compétition est différente et aussi, ça dépend aussi de l'état d'esprit à laquelle j'arrive dans la compétition. Et des fois où j'arrive, je suis très confiante. Donc, il y a beaucoup de choses que je me dis qu'il faut que je fasse pour me mettre dedans, où j'ai même pas besoin de le faire et ça passe nickel. Et il y a des jours où j'arrive et je suis stressée, c'est pas du tout le même, enfin, c'est pas pareil. Donc, je suis obligée de faire ceci, cela, respirer, penser à mon alimentation, ceci, cela. Donc, il n'y a pas de rituel en soi, mais ça dépend du jour et de l'état d'esprit et des jambes aussi que j'ai. Voilà. Et Martin? Moi, c'est un petit peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'on s'adapte en fonction de l'état dans lequel on arrive sur la compétition. Moi, je suis pas du tout superstitieux, donc au contraire, j'essaye de ne pas avoir, voilà, si je veux absolument telle pagaie et qu'elle casse 5 minutes avant la course, je n'aurai pas la pagaie. Donc, il ne faut absolument pas compter sur un gris-gris, quoi que ce soit. Je préfère me passer de tout ça et puis au contraire, faire un travail plus sur moi-même avant la compétition pour être dans l'état optimal au départ. La première épreuve des Jeux, pour moi, c'est les qualifications. C'est toujours un moment difficile parce qu'on sait qu'on a largement le niveau pour les passer, mais qu'il peut quand même tout arriver et qu'il faut quand même passer cette étape-là. On ne peut pas faire autrement. Et donc voilà, on prend le départ de ces qualifications. C'est les Jeux Olympiques, c'est une compétition hors norme, mais à la fois c'est une compétition comme toutes celles que j'ai fait. Et voilà, on part un peu à la découverte. C'est un peu l'aventure sur ces manches-là. Et c'est là, sur ces manches-là qu'on va aussi pouvoir construire la demi-finale et la finale qu'il y a après. Donc on part, on est stressé, mais il faut faire avec. Et il faut trouver le moyen de quand même faire le parcours qui est quand même qui pour ma part était plutôt difficile. Et voilà, il faut le réaliser avec le moins d'erreurs possible. C'est dans cet état d'esprit-là que je suis parti. Et c'est pas forcément un état d'esprit qui est... Voilà, c'est quand on part en demi-finale ou en finale, on part avec le couteau entre les dents et ça passe beaucoup mieux que partir un peu au frein à main et juste avoir à partir pour réussir les portes. C'est toujours très difficile de faire les qualifications. Et vous, Sorna, pour votre relais? Et du coup, nous, pour notre relais, du coup, il n'y avait pas trop de frein à main parce que on était outsiders, comment dire. Donc, c'était à fond. Hein, on ne pouvait pas se poser de questions, de se dire, voilà, on laisse un peu d'énergie pour la finale ou quoi que ce soit. Le but du jeu, déjà, en arrivant là-bas, c'était d'aller en finale. Donc, ça aurait été parfait si c'est passé comme ça. Mais voilà, je suis arrivée avec pas mal de stress aussi parce que au championnat du monde, championnat d'Europe par équipe, j'avais fait un faux départ. C'est moi qui faisais le premier relais et j'ai fait un faux départ. Donc, arrivé au JO et qu'on me dise encore que c'est moi qui fais le départ. Donc, c'était quand même une responsabilité en plus. Je me dis, j'ai fait un faux départ et ils me remettent à la même place. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que, voilà, il y a toujours quelques questions. On se dit, est-ce que je vais faire un bon départ du coup? Parce que je vais appréhender. Voilà, il y a eu quand même pas mal d'appréhension sur le départ. Mais je savais que j'avais des bonnes jambes. Donc, si le départ se passait bien, le reste, ça allait bien se passer. Voilà, et en plus, j'étais aux couleurs 9. Donc, voilà, c'est mes premiers JO. J'ai jamais fait, jamais de JO. Arriver avec un faux départ et on venait aux couleurs 9. Donc, à l'aveugle, on voit personne. Donc, ça fait beaucoup de stress, en plus, beaucoup de responsabilités et pas beaucoup d'expérience pour moi, je disais. Mais voilà, quand je suis arrivée au départ, je me suis dit, voilà, si tu es là, c'est que c'est ta place et que si te font confiance encore pour te mettre là, c'est que tu as les épaules pour et il faut y aller. Et voilà, je suis partie. Et dès que j'ai fait les premiers pas, je n'ai pas entendu de deuxième coup de fouet. C'était la libération
de tout, de l'énergie, de l'adrénaline, et j'ai fait la meilleure course de ma vie, quoi. Bah, il y a toujours un peu de regret parce que voilà, le but du jeu était quand même d'aller en finale pour nous. Donc voilà, il y a ces regrets, mais voilà, quand je suis sortie de la course et que le sélectionneur me montre le temps que j'ai fait, voilà, on repart avec beaucoup d'espoir en se disant, ah, j'ai un bon niveau, voilà, même si c'est pas un relais, peut-être que du coup l'année prochaine, cette année, il y a moyen de faire quelque chose en individuel. Donc, ouais, beaucoup d'espoir et beaucoup plus d'envie de travailler pour s'en sortir, quoi. Et vous, Martin? Moi, je suis un petit peu mitigé parce que quand j'avais le potentiel d'aller plus loin, et c'est ce que je visais. Quand on est sélectionné olympique et français, on cherche pas autre chose que la médaille. Et j'avais le potentiel, je sais que j'avais le potentiel parce que voilà, je gagne la demi-finale et j'étais très bien ce jour-là, j'étais très bien dans ma tête. Bien que ce soit mes premiers jeux aussi, voilà, j'avais le niveau largement d'aller chercher une médaille olympique. Et en fait, de savoir qu'on avait le niveau, le potentiel, que tout était là ce jour-là, et de finir 5e, il y a un petit goût quand même amer derrière, parce qu'une médaille, ça change une carrière. Et c'est tellement dur d'être sélectionné aux Jeux en France que voilà, ça peut être la seule fois où je vais aux Jeux, et donc je vais tout faire pour y retourner à Paris, mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici là. Donc, à la fois une grosse frustration et à la fois beaucoup de motivation pour la suite. Savoir que je peux encore progresser, je peux encore aller plus vite, et que voilà, je vais tout donner pour aller plus haut à Paris. Vous êtes rentré en finale avec le meilleur temps. C'est ça. Du coup, en finale, on part dans l'ordre inverse du résultat de la demi-finale. Donc en fait, je m'ai lancé, j'étais le dernier compétiteur à partir. On connaît du coup tous les résultats, et enfin presque tous, parce que moi j'ai pas voulu forcément entendre tous les résultats. Mais voilà, on sait qu'il y en a déjà 2 qui sont sur le podium, et que le 3e dépend de moi. Et voilà, donc on est forcément très attendu quand on part en dernier. Mais si on part en dernier, c'est aussi qu'on a le potentiel de gagner la course. Donc voilà, je me suis élancé, moi, par contre, en n'y allant pas au ralenti cette fois, et en donnant tout. Moi, c'était surtout revenir me reposer parce que voilà, on venait de passer encore 12 heures de vol, pas très confortable, pas beaucoup dormi du coup au retour, parce que voilà, on revient en France presque juste après notre course, donc beaucoup de fatigue. Donc moi, la priorité en arrivant, c'était vraiment de me reposer, de dormir à nouveau, et essayer de voir si j'allais avoir le bon rythme en arrivant, mais je me suis endormie très facilement au retour. Ça veut dire que j'avais peut-être pas si bien eu le bon rythme là-bas, du coup, je sais pas comment l'interpréter. Mais voilà, du coup, après m'être reposée, du coup, voir du monde, voir tout le monde, parce qu'il y avait du coup beaucoup de sollicitations, parce que voilà, tout mon entourage était très heureux de ma course, même si moi j'étais dessus, mais les gens étaient très heureux de ce que j'ai fait. Donc tout le monde voulait me voir, passer du temps ensemble, parce que ça faisait quand même presque un mois que je n'étais plus là, que j'ai fait les Europes d'abord à Tallinn, et puis je suis allée directement à Tokyo, donc plus d'1 mois sans voir grand monde, donc c'était quand même le moment de se retrouver et de partager des moments en famille avec les amis. Pour ma part, c'était pareil, hein, c'était de retrouver la famille. J'ai passé une semaine après en rentrant en Charente avec ma famille pour revoir tout le monde, tous les proches qui m'avaient encouragé à distance, et voilà, du coup débriefer de ce qui s'était passé, échanger sur eux ce qu'ils avaient vu, moi ce que j'avais ressenti, et voilà, c'est toujours bien après un événement comme ça de se poser,
et de repartager les moments qu'on a vécus avec ses proches, quoi. Ça, c'est super important, je pense. Pour ma part, il y a forcément ce petit contre-coup où il y a tellement d'émotions durant la période des Jeux jusqu'à courir à la finale. Qu'après, quand l'objectif principal est passé et qu'il faut se poser et qu'il y a tout qui nous revient dans la tête, on refait la course 50 000 fois par jour et on se dit pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça. Bah là, oui, effectivement, il y a un peu un contre-coup, mais j'avais d'autres projets pour la suite et c'est ce qui m'a permis de tenir, je crois, et de pas m'enfoncer dans le négatif de ce que j'avais fait en finale. J'ai pu rebondir et derrière reconstruire très vite aussi les objectifs de l'Olympiade suivante. Moi, j'arrivais un peu différemment parce que voilà, j'avais fait une bonne course pour ma part et j'avais très, très envie de refaire un chrono qui ressemblait à ça, mais de manière officielle parce que c'est quand même dur de se dire qu'on a fait quelque chose de bien et que bah, c'est pas officiel et que le chrono officiel est une seconde au-dessus et voilà. Mais quand je suis arrivée, je me disais ça, j'avais très, très envie de faire ça, mais mon corps commençait vraiment à fatiguer, à faiblir, à ne plus trop en vouloir. Donc, il fallait se reposer, voir du monde et tout ça, mais en même temps, ne pas oublier l'objectif final quand même de la saison qui était de refaire un chrono qui ressemble à ça. Donc, très vite, je me suis réinscrite dans une compétition pour repartir. Donc, j'ai pas eu de phase, moi, très longue comme ça où j'ai pu ruminer ou quoi que ce soit sur ce qui aurait pu mieux se passer pour qu'on aille en finale. Je suis repartie directement dans la compétition et ça m'a aidé, du coup, de manière individuelle à passer à autre chose. Et comme, en plus, ça s'est bien passé, ma compétition après, j'ai fait un bon chrono. Donc, je finissais sur une bonne note. Le site est déjà construit. Il est à Vers-sur-Marne. Il est construit depuis 2 ans. Et c'est le site où j'ai choisi d'aller m'entraîner jusqu'à Paris 2024 pendant 3 ans. Donc, il est à Vers-sur-Marne. D'accord. Oui, Sorna, c'est au Stade de France. Oui. Donc, tu penses à Paris 2024. Tous tes objectifs sont tournés vers cette destination-là. Oui, pour moi, même en allant à Tokyo, l'objectif était déjà à Paris 2024. Voilà, c'est le moment où je serai normalement en pleine force de mon âge, en pleine force voilà, physique et voilà, ce sera à la maison. Donc, ça sera en plus, et j'espère vraiment qu'il n'y aura plus d'histoire de Covid et que tout le monde pourra être là du coup, pour nous supporter. Et ce sera des jeux quand même différents. Enfin, j'espère vraiment que ce sera différent. Je mène plusieurs projets. Alors déjà un projet sportif en plus de mon sport. C'est un projet qui allie sport et environnement. Donc il y a une partie expédition qui a été réalisée juste après les Jeux Olympiques. Pour le coup, c'est pas en canoë, mais c'est en kitesurf. On a choisi d'aller faire ça sur les plus hauts lacs du monde pour sensibiliser au recul accéléré des glaciers. Donc maintenant, c'est une phase où il y a une réalisation de 2 documentaires qui sortiront au printemps prochain. Donc ça, c'est un de mes projets. Et le deuxième, c'est que je travaille donc avec Grand Cognac, ma communauté de communes. Et donc autour, c'est donc en lien avec Terre de Jeux et Paris 2024 pour faire vivre cet événement sur toute l'Olympiade sur le territoire
et d'animer, voilà, de sensibiliser, d'animer un maximum de monde, de jeunes autour de cet événement. Et Sorna? Du coup, moi, en parallèle du coup de mon projet sportif, je suis étudiante infirmière. Voilà, je suis en 3e année, c'est ma dernière année du coup d'études. J'ai un parcours un peu aménagé qui me permet d'aller en stage que 2 fois par semaine, du coup pendant toute l'année, qui me permet d'avoir du temps pour m'entraîner et peut-être du coup pour l'année prochaine avoir mon diplôme d'infirmière. Ouais. Une de mes missions, ça va être d'animer la semaine olympique fin janvier autour de terres de jeu, justement. Et donc, je suis plutôt très sollicité par plein d'établissements, quelques clubs qui veulent que je fasse des interventions pour échanger sur à la fois mon parcours olympique, mon projet vers Paris, mais aussi sur mon projet sport et environnement pour sensibiliser sur cette semaine-là. Donc, je vais notamment avoir des interventions pour présenter le projet, présenter notre premier film autour du sport pour l'environnement, qui est le thème de cette semaine olympique. Alors, pour les actions terre de jeu, moi, je suis principalement dans les écoles. Voilà, les écoles des communes, par exemple de Fléac ou La Couronne. Le but du jeu, en général, c'est de faire une séance de sport avec eux, avec les enfants, leur expliquer un peu mon parcours scolaire, mon parcours un peu de vie aussi, pour leur sensibiliser sur le fait qu'il faut s'accrocher, quels que soient un peu les objectifs, et aussi leur montrer que voilà, à travers le sport, on peut véhiculer plusieurs valeurs. Voilà, tout ce qui est compatibilité, le travail, voilà, des valeurs sociales aussi, et que 2024, ça sera à la maison, et que voilà, qui comprennent que c'est un moment pour s'engager eux aussi en tant qu'enfants pour ces Jeux olympiques, parce que c'est aussi leur jeu à eux. Voilà, c'est ça le travail un peu de sensibilisation dans les écoles. Ça plaît forcément, hein, quand moi le premier, quand j'étais à l'école et que je voyais un sportif arriver, forcément on l'idolâtre un petit peu, voilà, on a des étoiles dans les yeux, on a envie de ressembler à ce qu'il fait. Donc forcément, je pense qu'on est une belle image, on porte des valeurs, les valeurs sportives et tout ce qu'on a envie de transmettre. Et forcément, on est parfois plus écouté que leur professeur. Donc on a voilà, un grand rôle à jouer là-dessus sur l'image qu'on leur transmet et sur l'envie de faire du sport, de se mettre au sport, de se dépasser, mais voilà, aussi le transmettre au projet de vie qu'ils auront plus tard. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre quand j'échange avec les jeunes. Et vous, Sorna? Oui, c'est plutôt facile d'échanger avec les enfants parce qu'ils arrivent toujours surmotivés. Quand j'arrive dans les écoles, ils ont déjà fait en général en amont un travail de recherche sur mon sport, sur comment ça se passe et tout ça. Et ils sont vraiment très, très motivés. Ils ont toujours plein de questions et je sens que ça apporte vraiment beaucoup de choses. Après, et à chaque fois, après, ils ont un travail aussi voilà, de résumés ou de travail de dessin. Et à chaque fois, les retours des profs et des directeurs d'école sont vraiment très, très positifs. Et je me souviens, pour cette année, pour les JO, ils avaient tous fait un nombre de dessins incroyables pour me l'envoyer du coup avant les JO, pour m'encourager. Donc, voilà, ils s'engagent là-dedans et c'est vraiment super.
seul sport dans l'eau que je pouvais faire à Jarnac, c'était, en tout cas sur l'eau, c'était le canoë. Et en fait, il y avait aussi deux champions à l'époque qui venaient de ce club-là, Cédric Forgy et Martin Brault, qui sont allés aux Jeux Olympiques en 2008. Pour le coup, ils ont fait 4e, une place de mieux. Et j'ai toujours eu envie, j'ai toujours envie de leur ressembler, quoi. J'ai commencé le canoë, je faisais du canoë biplace comme eux, et petit à petit j'ai gravi les échelons pour essayer de leur ressembler. Et donc c'est pour ça que j'ai eu un bon exemple et que j'ai envie aussi d'être un exemple pour les jeunes d'ici, pour leur montrer que tout est possible quand on a avec de l'envie. Merci. Et Sorna? Bah, moi, c'était vraiment, c'est par pur hasard, j'avais gagné en Espagne la course. Chaque année, il y a une course à l'école. Ils avaient gagné cette année-là. Et du coup, ma mère m'avait inscrit directement à l'athlétisme en me disant que j'avais du talent. Mais bon, au début, le talent ne se voyait pas trop. Hein. J'étais pas très, très forte. Voilà, je me suis accrochée et petit à petit, avec le temps, j'ai découvert du coup, le 400 mètres. Et dès que j'ai découvert cette discipline, ça allait beaucoup mieux. J'aimais plus et du coup, je m'engageais de plus en plus. Et le jour où j'ai fait du coup championne de France cadette il y a quelques années, c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais m'entraîner, faire l'effort pour faire peut-être du haut niveau. Bah, quand on est espoir, voilà, moi j'avais été élue espoir charentaise de l'année en 2017 quand j'avais fait mon premier titre de championne de France. Et depuis ce moment-là, bah, quand on vous voit en tant qu'espoir, c'est déjà pas mal. Et après, il faut tenir son rang, quoi. Et pour ça, il faut travailler, avoir confiance et continuer à travailler. Et un jour, il y aura résultat, c'est sûr. Et vous, un petit mot, Martin? Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait croire un peu déjà avoir des rêves et croire en ses rêves et tout donner pour essayer de les accomplir parce que quand on a envie de faire quelque chose, qu'on y met les moyens et cet objectif a beau être très haut, on peut toujours s'en approcher et y arriver.